is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Je voudrais remercier Morningstar pour cette invitation et d'avoir l'opportunité de vous présenter nos prévisions économiques et de marché. Mais je voudrais profiter du précédent panel pour les remercier d'avoir expliqué ô combien c'est difficile de faire des prévisions économiques et de marché. Je vais réaborder les thèmes qu'ils ont traités à différentes reprises. Il y a pas mal de thèmes intéressants. Ce que je voudrais dire par rapport en introduction à ce que disait le panel précédent, il y a eu une grande évolution des marchés et de l'économie, bon, ça, tout le monde l'a compris, et que les difficultés dont on parle à faire des prévisions économiques, elles nous ont amené, nous en tant que gérants obligataires, à revoir notre façon de réaliser nos prévisions. Et donc, il y a eu deux grands changements ces dernières années que vous avez certainement compris. Le premier concerne évidemment la mondialisation et la financiarisation de l'économie. Ces deux éléments nouveaux font que les modèles économétriques, toute la théorie économique historique ne fonctionne plus. Et donc BNP-PAM, c'est bien entendu adapté. Et donc aujourd'hui, on va sélectionner, selon les conditions actuelles économiques, plutôt des indicateurs clés qui nous permettent de réaliser nos prévisions. Évidemment, c'est pas si simple et on essaie bien entendu de tenir compte de toutes les informations puisque vous l'avez compris, on est informé tous les jours d'un grand nombre de choses et surtout en zone euro, sur le risque État notamment. Et cette évaluation permanente des discussions sont le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que depuis la crise, à la fois les gouvernements et les banques centrales veulent intervenir, veulent sauver leur économie, sauver leurs banques, sauver leur industrie. Et donc ça entraîne dans tous les pays du monde, et ça entraîne constamment des réévaluations des scénarios économiques et donc de marché. Et donc là, je vais vous présenter aujourd'hui le travail du gérant obligataire qui, lui, va chercher, au contraire, par rapport au panel qui m'a précédé, on va chercher, nous, à déterminer l'économie pour voir les grandes tendances. Un gérant obligataire ne peut pas faire sa gestion, sa valeur ajoutée sur du trading, sur du stock picking, du choix des valeurs. Il doit, au contraire, essayer de trouver les grandes tendances. Alors, quelles sont les grandes tendances ? Bien entendu, qui concernent la zone euro. Si vous avez des questions pour le global, je vais me tenir à la zone euro. Le premier point, qui est assez important pour la zone euro, ça concerne les pays émergents. La croissance, elle est tirée, la croissance mondiale, par les pays émergents depuis la sortie de crise. Alors ça a été évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure pour deux raisons principales. La première, c'est que ces pays émergents ont tout axé leur croissance sur l'investissement local. Et donc cet investissement local, tout doucement, se traduit par une redistribution de la croissance localement. Alors même en Chine, ça commence à se voir. Ça n'est pas encore très important, mais ça commence à se voir. Et surtout, ça a été dit par Bouvigny tout à l'heure, il y a un point important, bon, c'est le tableau qui est à droite. Pourquoi ? Parce qu'une bonne partie des pays émergents n'ont pas encore fait le travail de maîtriser cette croissance. Alors cette croissance, je serais assez d'accord avec le panel précédent, elle n'est pas forcément si bonne pour les actions émergentes, il faut juger. Par contre, elle va exister puisque les États finalement la laisse se développer. Alors c'est un tableau qui est un peu compliqué, mais qui consiste à dire une chose, c'est que les taux d'intérêt comparés à l'inflation locale sont tout à fait insuffisants aujourd'hui, même s'ils ont remonté, pour contrecarrer cette croissance. Alors cette croissance, elle est importante parce que, évidemment, elle a une pérennité qui ne tirera peut-être pas les marchés actions, mais par contre qui va tirer, et qui tire déjà, évidemment, la zone euro. Alors le premier qui en a bénéficié, bien entendu, c'est l'Allemagne, les pays d'Europe du Nord, et tout doucement, cette croissance qui a commencé par les exportations dont ont bénéficié les pays d'Europe du Nord, elle se voit aussi dans certains pays d'Europe du Sud. Alors il y a deux exemples, à gauche c'est la France, à droite c'est l'Espagne. La France voit ses exportations progresser depuis l'été dernier, et l'Espagne depuis l'automne. Et bien entendu, pas seulement vis-à-vis des pays dont je vous parlais, mais aussi, évidemment, par rapport aux partenaires européens du Nord qui ont vu leur croissance déjà repartir. Donc on a un tableau plutôt favorable aujourd'hui à la zone euro, qui est que l'Asie, alors je n'ai pas cité tous les cas, mais il y a aussi les pays producteurs de pétrole,
ont des besoins d'investissement, d'infrastructures, dont bénéficie une partie de l'économie européenne. Évidemment, c'est plutôt les grandes valeurs. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Et donc, ça permet d'avoir une croissance qui se développe et qui permet de dire qu'aujourd'hui, on est sorti de la crise et qu'on a effacé la crise dans les grands pays. Alors, bien sûr, vous connaissez les exceptions aujourd'hui. C'est bien sûr la Grèce. Par contre, certains pays comme le Portugal et l'Irlande voient leurs exportations repartir. Alors, sur des rythmes très élevés, à plus de 20% en glissement annuel, mais bien entendu sur des niveaux très bas. Donc, bien sûr, on n'est pas revenu à des niveaux tout à fait satisfaisants. Et on voit en haut à gauche que la France, elle, connaît une situation plutôt favorable. Néanmoins, cette reprise, pour répondre à la question obligataire, comment se caractérise-t-elle? Aujourd'hui, on voit bien qu'elle ne se traduit pas au sein de la zone euro pour l'économie locale sur de grands effets bénéfiques. D'abord, les créations d'emplois sont limitées en dehors de l'Allemagne, mais l'Allemagne, quand on parle de création d'emplois, il s'agit d'emplois à faible valeur ajoutée, donc peu payés, et qu'ailleurs, les salaires ne progressent pas en raison du fort taux de chômage. Et à droite, le crédit au secteur privé s'est stabilisé, il progresse un peu dans certains pays comme la France, le crédit immobilier, mais en moyenne, c'est assez faible. Donc qu'est-ce qu'on constate? Une zone euro qui est sortie de l'ornière, mais que globalement, pour l'instant, il n'y a pas le deuxième moteur après les exportations, qui est l'investissement. Il faut que l'investissement reparte. Pour l'instant, ça ne se voit pas. Et finalement, la zone euro, alors je ne l'évoque pas aujourd'hui, comme on le voit bien aux États-Unis, se retrouve aussi impactée par la hausse des prix des matières premières et agricoles, comme en 2008. Donc on est plutôt dans une économie en zone euro qui se normalise. C'est pas extraordinaire, mais on est sorti de la crise et que ça explique le point suivant, c'est qu'en fait, on est dans une situation différente par rapport à la fin de l'année dernière, où la BCE se pose une question sur le risque d'inflation à long terme, et auquel donc je vais maintenant essayer de répondre. Aujourd'hui, au sein de la zone euro, qu'est-ce qu'on constate? Je dis bien au sein de la zone euro qu'aucun des signaux habituels de risque inflationniste ne sont allumés. D'abord parce que l'inflation résulte toujours d'un excès de demande par rapport à l'offre. La croissance mondiale est tirée par l'investissement, y compris en Asie, et surtout en Asie, partout nous semble-t-il, dans les grands pays émergents. Et donc ça n'est pas le sujet dans ces pays-là, même si les salaires progressent aujourd'hui, ça n'est pas le sujet. Le deuxième point pour la zone euro, c'est le crédit lui-même et la masse monétaire. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. L'emploi, j'en ai parlé à l'instant. Et puis la devise, l'inflation est un sujet aux États-Unis, plutôt par la devise et pas autre chose. Donc la zone euro est plutôt au niveau du cycle économique, au début du cycle de la croissance après la crise. Si on regarde plus précisément la justification qui fait qu'autant d'économistes et que la BCE bien sûr regardent le risque d'inflation. Aujourd'hui, de façon précise, pourquoi en parle-t-on? Parce que les prix à l'exportation chinois montent et que les prix à l'importation américains montent. C'est nouveau. On l'a connu en 2008. Simplement, en 2008, on n'avait pas connu la hausse des prix à l'importation. Alors, c'est le graphique qui est à gauche. On n'avait pas connu la hausse des prix à l'importation en 2008 aux États-Unis. C'est ça l'inquiétude actuelle des marchés et que vous pouvez traduire à long terme. Est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que la Fed s'en contente et n'est-elle pas satisfaite de laisser les prix importés américains monter et tout doucement laisser l'inflation monter? La question est soulevée, elle est justifiée et pour être transparent, personnellement j'y crois à long terme. Simplement, à court terme, pour les années qui viennent, ça n'est pas encore le cas parce que évidemment, la situation mondiale n'est pas encore adaptée à ce scénario-là. Il faut savoir que l'Asie, pour des raisons sociales, d'investissement peut-être pas, mais sociales, ne peut pas accepter une hausse des prix des matières premières. Ça coûte cher aux populations pauvres, c'est pas possible. Ensuite, l'inflation à ce stade du cycle n'est pas possible parce qu'il y a un excès d'endettement. Lorsque l'endettement est déjà là, vous ne pouvez pas faire remonter les prix, c'est trop tôt. Et on le voit bien aux États-Unis, les ménages sont déjà surendettés. Et la chute d'activité américaine aujourd'hui, elle provient du fait que les ménages étant déjà surendettés, ne peuvent pas aujourd'hui satisfaire l'offre qu'on leur propose, et donc les prix ne peuvent pas monter à ce stade du cycle. Pourquoi les prix montent? C'est ce qui a été dit tout à l'heure au panel précédent. Tout simplement, il y a une demande de développement très forte en Asie, au Moyen-Orient, dans les pays émergents, qui crée une demande, et cette demande, elle est amplifiée
comme je l'indique en haut à droite, tout simplement par l'excès de liquidité. La Fed a injecté de la liquidité dans le monde entier, et comme vous le savez, il y a aujourd'hui un problème réel, immédiat, c'est la baisse du dollar anticipée par personne. Pratiquement aucun économiste avait vu la baisse du dollar, que vous pouvez interpréter comme étant un fait tout à fait nouveau, qui est que les exportateurs de biens ne veulent plus garder leurs dollars et préfèrent les échanger contre des biens réels, matières premières, investissements en biens réels, et donc qui se traduit par cette hausse des prix des matières premières. On peut parler de spéculation sur les prix des matières premières, et donc